Alors, aujourd'hui, ce que je voulais essayer de vous faire, donc sur une petite heure, et comme je vous disais, en attendant vos questions par la suite, c'est un point sur la crise économique et financière qu'on traverse actuellement. Donc moi, mon propos, c'est pas spécialement le Covid-19, parce que ben, je suis pas médecin, j'y connais rien, et la chloroquine, etc. et tout, c'est pas du tout mon truc. Donc en fait, c'est véritablement sur la spécificité de cette crise qui est totalement unique, et je pèse mes mots quand je le dis, dans l'histoire de l'humanité. Donc, faire un point économique, financier, voire géopolitique par rapport à ça nécessite un petit peu de comment dire, de construire un petit peu le raisonnement. Donc, je vous propose, ou plus exactement d'ailleurs, je vous impose, 4 points de réflexion sur d'abord la spécificité de cette crise économique et financière, pourquoi je vous dis qu'elle est véritablement unique dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième point, c'est rapidement un enracinement dans un contexte idéologique et un contexte historique et culturel. Le troisième point, ça sera les chiffres économiques, donc les chiffres économiques clés de cette crise. Donc là, je vous avoue, il y a quand même de quoi faire un petit peu peur. Et le quatrième point sur les risques et les opportunités géopolitiques. Mais l'intégralité de mon intervention, ça va être d'essayer, donc je vais peut-être vous choquer, mais d'être optimiste. En fait, véritablement, c'est une des rares crises économiques à mon jeune âge que je traverse en étant justement beaucoup plus optimiste que je l'ai pu l'être, notamment sur les crises de 2000 et les crises de 2007. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc, évidemment, c'est quand même un propos qui est plus macroéconomique que microéconomique, dans la mesure où il y a des situations particulières qui peuvent être véritablement désastreuses, mais j'essaye de me placer d'un point de vue général, hein, pour pouvoir raisonner sur quelque chose de cohérent sur à peu près l'ensemble des intervenants qu'on peut avoir. Alors, premier point, donc, spécificité de cette crise. En économie, il y a deux grands types de crises. Les crises structurelles et les crises conjoncturelles. Les crises structurelles, c'est les plus dures, c'est les plus sévères, c'est les plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles remettent en cause directement la structure même de l'économie et souvent au moment où elles existent, on n'a pas véritablement de solution puisque justement, on ne peut pas aller soigner quelque chose qui vient de la crise elle-même, du système de l'économie elle-même. Donc, si je prends évidemment des dimensions comme 1929, c'est quelque chose que beaucoup de journaux mettent en avant actuellement, et en fait, c'est totalement faux. La crise de 29 n'a strictement rien à voir avec ce que l'on vit actuellement, parce que justement, on vit une crise actuelle conjoncturelle et pas du tout structurelle. 29, on a une crise de surproduction, on a une crise de spéculation qui fait que le système s'écroule sans qu'on ait quelque chose à proposer d'autre en avant. Et en même temps, la crise vient elle-même du propre système. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des crises endogènes. Donc 29 est 1000 fois plus grave puisque les États eux-mêmes ne savaient pas véritablement comment réagir et que leur idéologie était bloquée sur le système du marché qui les empêchait justement de pouvoir mettre en place des systèmes de régulation pour tenter de sauver cette crise. En fait, on disait le marché s'autorégule et donc on va attendre que la crise soit passée et ensuite tout va repartir. On est complètement à l'opposé dans la crise que l'on traverse actuellement. Si on prend la crise de 2000 et celle de 2007, excusez-moi, c'est le même principe. 2000 et 2007, on a des crises structurelles. En fait, 2000, on a la nouvelle économie qui se met en place, et donc en fait, on a une économie liée à tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, de la communication, etc., Internet. Et donc, on monte à des sommets jamais atteints, mais lorsque ça s'écroule, en fait, on touche au système lui-même, puisque c'est lui qui provoque cette propre crise. Donc, on n'a aucune autre solution que de recourir à la dette, mais je vais vous montrer que, à mon avis, c'est pas du tout la même dette que celle qu'on est en train de mettre en place actuellement. 2007, même chose, c'est une crise structurelle extrêmement dure, dans lequel on voit qu'il y a eu une spéculation très très forte mise sur l'immobilier et que cette spéculation immobilière, elle s'est transmise au système bancaire, puis au système
financiers, d'assurance, etc., et in fine au système des États. Donc en fait, ça a été une crise véritablement de spéculation qui est due encore une fois au système lui-même, donc à quelque chose de totalement endogène. Là où on se situe actuellement en 2020, on est non seulement dans une crise de conjoncture, mais en plus qui n'est absolument pas lié comment dire, au fonctionnement du système lui-même. En fait, une crise qui est liée à une crise sanitaire, donc à une externalité. Une externalité étant quelque chose qui influe sur un domaine sans en faire partie. Donc on a cette crise sanitaire qui touche l'économie réelle, et pour une fois, et c'est rare, c'est l'économie financière qui est en train de venir au secours de l'économie réelle, tout du moins à court terme. Donc effectivement, dans mon premier point de la spécificité, c'est une des premières fois au monde, si ce n'est la première, où on voit une crise extérieure qui vient frapper un système économique et dans lequel justement on essaye de trouver des solutions que jusque-là on n'avait pas du tout mises en œuvre. Donc là, pour le coup, vous m'excusez parce que je vais avoir des propos qui sont économistes et donc qui peuvent paraître un petit peu durs, mais si vous regardez dans la gravité du système que l'on peut avoir actuellement, dans les crises conjoncturelles, on en a eu à l'histoire dans l'échelle du temps, mais c'était des crises qui étaient beaucoup plus graves que ce qu'on connaît actuellement. Si on prend au XIVe siècle la peste noire, c'est quand même une crise qui tue 25 millions d'habitants, donc la moitié de la population de l'Europe, l'Europe étant quand même le continent qui à l'époque fait l'économie. Donc on a la destruction d'un des 4 facteurs de production, qui est le facteur travail, qui est totalement radical. Donc, facteur de production, on a le travail, on a le capital physique, on a le capital financier et on a la terre. Donc, ce genre de crise détruit, mais vraiment un des facteurs de production majeurs. Quand vous prenez la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est des crises qui sont évidemment encore plus radicales. Là, non seulement on détruit le facteur de production travail, on a quand même 18 millions de morts sur la Première Guerre mondiale, on a aux environs de 60 millions de morts sur la Deuxième, et en même temps, on a la destruction du facteur capital. Énormément d'usines ont été rasées, bombardées, détruites, et pareil pour les villes, etc. Donc en fait, là, la crise que l'on traverse actuellement, je m'excuse beaucoup de ce que je vais dire parce que si les gens sont concernés, c'est extrêmement grave, mais on est vraiment sur quelque chose qui est de 240 000 morts sur la planète. Donc, c'est pas du tout comparable à ce qu'on a pu avoir comme type de crise, même conjoncturelle, par la suite. Donc, si vous regardez, en fait, il y a plus de 3,5 millions d'actifs sur la planète, et les 240 000 morts que l'on peut avoir, ce sont aussi pas tous des actifs. Il y a malheureusement beaucoup de retraités, il y a beaucoup de seniors. Donc en fait, c'est pas comparable comme type de destruction par rapport à ça. Donc on est sur une crise en fait d'adaptation du système. C'est un petit peu ce que Macron disait lorsqu'il parlait de quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est véritablement de l'adaptation. Alors, par contre, cette crise conjoncturelle, c'est mon deuxième point quand même, dans une spécificité qui est idéologique, historique, voire culturelle. Alors, je voulais vous donner 4 points rapidement par rapport à ça. D'une part, on a un phénomène qui est assez récent, quand je dis assez récent, on va le dater à peu près des années 80, qui est le phénomène de la régulation de l'économie. La régulation de l'économie, elle s'est faite pendant des millénaires par l'État. L'État, si je prends les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, voire même l'intégralité quasiment du Moyen Âge, je suis désolé, j'ai les lumières qui partent un petit peu dans tous les sens. C'est l'État qui fait l'économie. Donc l'État, la religion, les corps de métier, etc., c'est eux qui font l'économie. L'économie privée, l'économie marchande, en fait, c'est une économie
qui sert, qui est utile, mais qui est très peu valorisé. À partir des années 80, et on pourrait dire même quand même à partir du 19e siècle, effectivement, l'économie privée prend le pas. Et donc, en fait, c'est un changement radical. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je parlais des années 80, on a commencé à considérer que tout ce qui était économique publique était pernicieux et que le marché faisait tout mieux que l'État. Et donc, en fait, il fallait véritablement privilégier tout ce qui était marché et privatiser tout ce qui pouvait appartenir à l'État en considérant que le marché était largement plus rentable. Donc, on paye un petit peu effectivement cette chose-là parce que c'est un phénomène historique et idéologique qui fait que on rend responsable l'État de beaucoup de choses, alors qu'en fait, l'État n'avait plus les moyens ni le corpus idéologique pour faire en sorte qu'il puisse continuer à agir tel qu'il a agi pendant des siècles. Un deuxième point à l'intérieur de ce contexte historique, et qui est totalement lié, pour moi, c'est le fait qu'on vit dans un système unique. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est une constatation. Depuis le 31 décembre 91, on n'a plus d'URSS et on a un système qui est devenu totalement unique. Donc, d'une façon générale, toutes les économies sont libérales, capitalistes et dites démocratiques. Donc, le libéralisme, c'est l'idéologie qui va sous-tendre un petit peu tout ce phénomène, avec justement l'idée de la liberté individuelle, de la propriété privée, l'idée des privatisations. Le capitalisme, c'est la machine qui va mettre en œuvre cette idéologie. Et cette machine-là, en fait, elle est importante parce que si vraiment je caricature et que je résume, elle se positionne sur un point très capital, qui est de dire ce qu'il y a de mieux pour l'économie, c'est la recherche du profit, voire même plus exactement la maximisation du profit. Le profit, c'est une très bonne chose, mais le maximiser est encore mieux. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, on part sur l'idée de localisation, de délocalisation, d'utilisation de la main-d'œuvre étrangère pour justement maximiser tout ce que l'on peut faire. Donc, perte de contrôle de l'État et mise en place d'un système, on va dire néolibéral, qui a été très fort. Le troisième point idéologique qui est marquant, c'est également, là c'est au niveau plutôt, je dirais, financier, c'est le remplacement du centre de l'économie. Alors, je m'explique. Pendant des millénaires, l'économie, elle fonctionne suivant un système qui s'appelle MAM, qui n'a strictement rien à voir avec Michel Alliot-Marie. Le système MAM, c'était vraiment de dire, voilà, j'ai une marchandise, je l'échange contre de l'argent, et ça me permet de réacquérir d'autres marchandises. Donc l'argent était l'intermédiaire des échanges, qui est une des quatre fonctions de l'argent de façon générale. Et donc ça permettait effectivement de fluidifier et d'échanger. À partir des années 80-90, on va passer à un système radicalement différent, qui est un système AMA. J'ai de l'argent, si j'en ai pas, j'en emprunte. Cet argent me sert à acquérir une marchandise, et cette marchandise me permet de spéculer pour pouvoir plus tard gagner plus d'argent. Donc, on va le retrouver même dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas que les grandes entreprises. On va le retrouver par exemple dans l'immobilier, où effectivement les prêts et les prix sont devenus tellement importants que le but du jeu, c'est non pas d'acquérir quelque chose, un logement, mais c'est de pouvoir emprunter pour pouvoir l'acheter, de façon à pouvoir le revendre plus cher pour pouvoir réacquérir quelque chose derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que on a eu un changement de paradigme depuis à peu près une cinquantaine d'années, dans lequel l'économie réelle s'est effacée devant l'économie financière. En cela, c'est pas forcément une mauvaise chose, ni forcément une bonne chose. C'est simplement une chose à prendre en compte pour voir que effectivement la finance est devenue le centre de l'économie. À partir de là, ça veut dire que effectivement, comme on voit dans des crises conjoncturelles même contemporaines, tout ce qui n'est pas rentable n'est pas pris en compte, puisque justement l'idée c'est qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui me permet de spéculer pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc c'est quand même un des fondements des crises dans lesquelles on est, et notamment la crise de 2007, puisque justement on s'est retrouvé
avec une crise provoquée véritablement par la spéculation financière et boursière. Le dernier point un peu idéologique et structurel, c'est le rôle de la mondialisation. Donc effectivement, la mondialisation s'est accélérée depuis les années 80, aussi bien au niveau humain, au niveau capital et au niveau financier. Donc ça a créé, c'est un mot qui est quand même très très important pour comprendre ce qui se passe actuellement, ça a créé une forte interdépendance. Donc cette interdépendance, elle est excellente quand tout va bien. Et effectivement, actuellement, on voit qu'elle est assez catastrophique lorsque ça ne marche pas, puisque on est effectivement les uns et les autres en but à des dépendances de certains produits, les masques, les tests, le tout ce qu'on veut, etc. Et donc forcément en but également à tout ce qui va être légitime ou non, mais égoïsmes nationaux qui fait que chacun va vouloir garder pour soi ce dont il peut disposer. Donc cette mondialisation, elle est également à la source de ce que l'on connaît actuellement, puisque les échanges touristiques, les échanges migratoires ont participé à faire circuler un petit peu le virus. Et au niveau des entreprises, tout ce qui va être concentration, produire mondial, interdépendance, mise en place de toutes les organisations internationales, va faire en sorte qu'effectivement, on a perdu une forme d'autonomie qu'on est en train de réclamer plus ou moins maintenant. Bon, j'espère que ça se passe bien parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu difficile de ne pas avoir de retour. Mais de toute façon, on aura des questions par la suite pour voir un petit peu. Alors, là, je vais vous assommer un petit peu parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que je vais être optimiste. Mais j'arrive à mon troisième point qui sont les chiffres. Donc évidemment, en tant qu'économiste, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Et les chiffres, bah, il y a deux façons de les voir. La première façon pour moi, c'est ce que je vais vous montrer. D'un point de vue stricto sensu actuel, c'est un désastre. Ça, c'est sûr que le gars qui me dit que c'est une bonne nouvelle, je ne vois pas très bien comment il voit ça. Mais par contre, c'est justement ce qui fait pour moi la spécificité de cette crise, c'est le moyen terme. Quand je dis moyen terme, je parle de 2020. Et le long terme, je parle 2021-2022. Vraiment, je fais quelque chose de très court. Et là, il y a une grosse différence de mon point de vue. Alors, d'un point de vue immédiat, les chiffres, évidemment, ils sont pas bons. Si je regarde, je sais pas si vous êtes d'accord, mais en fait, je vais le centrer sur deux idées principales. Combien ça coûte? Comme dirait un grand philosophe français qui passe sur TF1 normalement vers 13h, si ma mémoire est bonne. Et comment on paye? Alors, si je prends un petit peu l'idée de combien ça coûte, évidemment, actuellement, on est sur un phénomène qui est vraiment désastreux. Que ce soit au niveau français ou au niveau mondial, l'activité a reculé de 40%. C'est une activité moyenne. Si je prends par contre certains secteurs, c'est un tsunami. Donc, on prend l'hébergement, l'hôtellerie, la restauration, le BTP, le tourisme. On est à peu près sur du moins 90%. Et je ne peux pas vous faire tous les secteurs qui sont impactés directement comme ça. Mais pourtant, vous verrez que je vais essayer de relativiser par rapport à cet aspect a priori très négatif. Donc ça, c'est l'activité générale. Généralement, effectivement, depuis 1 mois et demi, on est vraiment sur quelque chose qui est à l'arrêt quasiment total pour beaucoup d'industries et de services. Si je prends la bourse, c'est un tout petit peu différent. La bourse, c'est quand même très important parce que c'est un des modes de financement de l'économie réelle, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais c'est vraiment très prégnant. Là, on a une chose qui est très particulière, c'est que la bourse a beaucoup spéculé à partir des années 90 et on est monté sur des bulles à des niveaux très importants. On est passé en fait entre les années, on va dire 94 et les années 2000, à des phénomènes d'expansion boursière absolument incontrôlés, sur lesquels on a valorisé 6 à 7 fois la valeur des bourses dans le monde par rapport à ce qui avait été valorisé pendant au moins un siècle. Et les premiers chocs ont été assez dramatiques.
2000-2003, et le deuxième choc 2007-2011, sur lequel on est véritablement revenu sur l'idée justement de cette spéculation à outrance qu'on avait mis en place et qu'on pensait être totalement irréversible. Là, au niveau de la bourse actuellement en 2020, on est radicalement différent. On a eu une chute monumentale, mais cette chute, elle ne s'est pas opérée en 3 ans ou en 5 ans, elle s'est opérée en un mois. Donc, que l'on prenne le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, le Nikkei, en gros, en un mois, on a perdu 40% de la valeur des bourses, en gros. Là, depuis 15 jours, on a retrouvé à peu près 20%. Donc, en fait, il y a un phénomène de confiance qui vient peut-être justement du fait, comme je vous disais, qu'on est sur une crise exogène et non pas endogène. C'est pas le système là qui a provoqué la crise pour une fois. Et le système est en train de s'adapter pour justement essayer de s'auto-sauver. Donc, on a comment dire, une stabilisation qui fait qu'on peut espérer retrouver des valeurs tout à fait correctes qui sont très très importantes puisque quand même les niveaux de valorisation de la bourse valorisent les plus grandes entreprises de chacun des pays et font en sorte qu'elles drainent énormément d'investissements, énormément d'emplois, énormément d'impôts, donc de redistribution, etc. Donc, c'est un phénomène relativement, justement, où on peut avoir une forme de confiance qui est l'antithèse de ce qu'on pouvait avoir entre 2000 et 2003 et entre 2007 et 2011. Alors après, bon, c'est un petit peu technique, mais est-ce qu'on va retrouver très très rapidement les niveaux qu'on avait? C'est probablement non. En fait, c'est ce qu'on appelle les courbes en V. Donc en V, vous voyez, vous avez... Ah ben non, ça marche dans l'autre sens le truc. Vous avez une courbe qui descend très 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 vite, mais dès que vous avez une reprise, vous pouvez repartir très 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 vite. En fait, on n'est pas vraiment dans ce système parce que là, quand même, on a une forme d'incertitude qui est très grave. Donc, on sait que, par exemple, si le Covid-19 revient en phase de déconfinement 2, le retour, et notamment si ça revient soit cet été, soit en septembre, soit en octobre, on va avoir ce qu'on appelle des courbes en W. On tombe, on remonte un bon moment parce qu'on pense qu'on a retrouvé la confiance, on retombe à cause d'un nouveau confinement potentiel, mais on a tous les moyens pour repartir par la suite. Donc là, moi, je suis vraiment beaucoup plus optimiste à ce niveau-là, notamment sur des systèmes financiers, parce que est-ce qu'on a appris véritablement de nos erreurs? Mais le système financier est en train, pour une fois, de revenir sur une sauvegarde de l'économie réelle, alors que c'était lui qui provoquait la crise de l'économie réelle euh, dans les crises antérieures. Alors, quelques options quand même qui sont très 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 négatives, bien sûr, hein. C'est sur les comptes publics. Mais ce qui va être peut-être positif, c'est la façon dont on les gère. Donc sur les comptes publics, au niveau mondial, je ne sais pas si c'est des chiffres qui vont vous parler, mais on est là depuis un mois en train d'injecter jusqu'en prévision fin 2020 8 000 milliards de dollars. Donc 8 000 milliards de dollars, ça représente en gros 4 fois le PIB de la France. Donc c'est des sommes qui n'ont jamais été vues. Donc je vous expliquerai tout à l'heure là quand on parle par rapport à des idées de financement. Et ces 8 000 milliards de dollars, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont gérés d'une façon que je trouve personnellement économiquement assez rationnelle. On a en gros 3 000 dollars de dépenses, 3 000 milliards, excusez-moi, de dollars de dépenses budgétaires à travers le monde. Donc en fait, c'est un petit peu l'idée de dire, faut pas pourrir les États, quoi. Faut pas qu'ils disparaissent. Donc en fait, il faut tenir les dépenses budgétaires des États qui d'un seul coup vont véritablement exploser. On a plus de 2000 milliards de dollars, putain, j'ai du mal avec les milliards de dollars, 2000 milliards de dollars de prêts aux entreprises, ce qui également est très important puisqu'on essaye de sauvegarder le facteur capital dans l'économie monde. Et 3000 milliards de dollars de garanties qui sont données également pour faire en sorte que
on n'arrête pas l'économie par manque d'assurance, par manque de prêts, par manque de choses. Alors, dans ces chiffres clés, j'ai essayé de donner 5 axes. Il y a d'abord ce qui est beaucoup, beaucoup pratiqué, notamment en Europe, mais l'Europe est quand même le continent le plus touché, donc c'est important de s'y intéresser, et puis en européen quand même. On a le chômage partiel. Donc le chômage partiel, c'est une arme fabuleuse qui a été mise en place, qui coûte, mais comme disait Emmanuel Macron, ça nous coûte un pognon de dingue, mais c'est quand même une chance phénoménale d'avoir ce système. Donc, c'est rien que pour la France, 11 millions de salariés qui sont concernés, c'est 24 milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie, et ça représente pour le chômage partiel pratiquement 1 million de firmes. Fin de semaine dernière, on était à 900 000 firmes qui étaient concernées. Donc ça, c'est de mon point de vue capital, parce qu'on est en train de sauvegarder le facteur de production travail. À partir du moment où vous êtes en chômage partiel, ben vous le savez, vous n'êtes pas en chômage, et donc ça vous permet, lorsque l'activité repart, de faire en sorte que vous retrouviez votre emploi. Donc je vais quand même donner une antithèse à ça, c'est les États-Unis. Si vous regardez les États-Unis, ils ont essayé de, comment dire, de compenser le chômage par des allocations. Parce qu'en fait, les États-Unis n'ont pas du tout ce système de chômage partiel. Donc, compenser le chômage par des allocations, c'est intéressant, mais c'est spot. Donc là, la politique de Donald Trump, c'est d'avoir donné 1 200 $ immédiatement à chaque ménage américain, avec 500 $ par enfant, et en plus, 600 $ par semaine. OK. Mais c'est quand même quelque chose qui est un peu grave, dans la mesure où ça ne soigne pas, ça n'empêche pas, si vous voulez, c'est le chômage d'exister. Donc, lorsque l'activité peut repartir, toutes les personnes, je vais vous donner des chiffres sur le chômage réel juste après, c'est des gens qui, en fait, ne pourront pas retrouver véritablement une activité. En plus, alors ça, c'est une petite histoire, mais qui m'a amusé, enfin amusé, si on peut dire, c'est que il y a énormément de profiteurs, il y a beaucoup de fraude aux États-Unis. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains qui, en fait, ne s'inscrivaient pas sur les comptes, puisque bah, il n'y avait pas d'indemnité, donc il n'y avait aucun intérêt, d'un seul coup, ils se disent, je peux toucher 1 200 $ plus 500 $ pour chacun de mes enfants et 600 par semaine. Et donc, en fait, il y a une razzia sur les inscriptions au chômage qui sont en fait très, 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 très paradoxales, puisqu'elles ne correspondent pas à quelque chose de construit dans la sauvegarde d'une économie telle qu'on peut l'avoir sur justement un pays comme la France. Donc, à part le chômage partiel, on a les prêts garantis par l'État. Ça, c'est capital pour les TPE, les PME, les PMI, mais également les grandes entreprises. Vous avez dû voir Renault, Peugeot, Air France KLM qui ont reçu des subventions pour essayer justement de les sauver. Mais si vous prenez l'ensemble, si vous voulez, les prêts garantis par l'État, c'est plus de 200 000 entreprises qui ont déjà fait la demande. C'est un budget de 300 milliards d'euros. Donc on est sur quelque chose qui est quand même vraiment très, 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 très important. Et sur les 300 milliards d'euros, en un mois, on a déjà 35 milliards qui ont été utilisés. Donc effectivement, les prêts aux entreprises, c'est la deuxième façon de sauvegarder un deuxième facteur de production. On a le travail par le chômage partiel, les prêts aux entreprises pour garder un petit peu justement l'idée que hors confinement, on puisse refaire partir l'activité économique et que ces entreprises n'aient pas fait faillite. Okay, donc, pareil, si vous prenez l'antithèse aux États-Unis, je n'ai strictement rien contre Donald Trump, quoique, mais on est dans un phénomène qui est totalement différent. Eux, ils ont voté un système d'aide et d'allocation à hauteur de 360 milliards de dollars, mais qui a été un petit peu jeté dans l'eau, si vous voulez. Donc, toutes les entreprises qui ont fait la demande pouvaient le recevoir, qu'elles soient en difficulté ou pas. Donc là, le Sénat américain vient de revoter un deuxième, une deuxième vague de soutien financier à hauteur de 320 milliards. Mais par contre, c'est la même chose, c'est sur demande.
Donc, en fait, c'est un peu problématique de mon point de vue parce que c'est pas une adéquation à ce que vit véritablement l'économie réelle. Les deux derniers points de vue sur les chiffres contemporains que je voulais vous donner, c'est, alors là on est en pleine actualité parce que j'ai entendu cet après-midi un petit peu le tout et son contraire, c'est est-ce qu'on se dirige sur des pays comme la France sur un coût ou sur un report ou sur une annulation de tout ce qui est impôts et charges. Donc c'est très très important parce que toutes les TPE, PME, qu'on parle des coiffeurs ou qu'on parle du boucher ou ce que encore les bouchers ils s'en sortent, mais c'est des entreprises en fait. Si vous leur annulez pas leurs charges sociales, mais que vous les reportez, le temps que l'activité puisse repartir, le choc risque d'être beaucoup trop dur. Il y a beaucoup de restaurateurs, par exemple, qui expliquent que s'ils doivent ouvrir en confinement avec uniquement une place sur deux, il vaut mieux qu'ils restent fermés avec leurs salariés en chômage partiel, parce qu'en fait, sinon, ils perdent de l'argent. Donc, on est en train, a priori, de se diriger plutôt vers une annulation des charges de certains secteurs, comme justement l'hôtellerie, la restauration ou le tourisme. C'est des coûts qui sont effectivement là très importants, puisque là, le coût d'une annulation sur les 2 mois serait à hauteur à peu près de 25 milliards d'euros. Donc, l'État a déjà fait des efforts sur d'autres domaines, mais attention, parce que là, ce que je vais vous dire, c'est pas véritablement un coût, hein. C'est quelque chose qui est simplement un manque à gagner ponctuel sur l'État. Par exemple, le remboursement anticipé des crédits d'impôt que devaient avoir les entreprises a été prolongé. Donc, c'est un coût, en fait, a été, mis en place. Donc, c'est pas véritablement un coût, parce que l'État a réinjecté 25 milliards d'euros directement au lieu de le faire dans le temps. Mais pour le coup, c'est pas vraiment quelque chose qui compte dans les pouvoirs publics. Par contre, il y a un coût que j'arrive pas à chiffrer, c'est totalement infaisable, c'est le prolongement des droits. Pourquoi? Parce que ben, on s'adresse quand même à une chose qui est absolument impossible à prévoir, c'est la durée de la crise sanitaire, qui donc va impacter la durée de la crise d'économie réelle et donc la durée de la crise d'économie financière. Et bon, j'essaye d'avoir une image, voilà, un peu plus claire. Donc, en fait, si vous regardez le prolongement des droits, que l'on parle des droits au chômage, que l'on parle du RSA, l'allocation pour adultes handicapés, c'est des coûts dont on ne connaît absolument pas le montant, puisqu'on ne connaît pas la durée pendant lesquelles il va falloir les mettre en œuvre. Ceci dit, si on fait quelque chose, allez, on va dire un petit peu à la louche, le coût du confinement en France, il est estimé à peu près à 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, bon, ça ne veut pas forcément dire quelque chose comme ça. C'est 5% du PIB de la France. C'est à peu près plus de 2 fois ce que l'on payait en remboursement de taux d'intérêt annuel que l'on devait par rapport à notre dette. Donc c'est quand même un coût qui est absolument monumental. Donc, de façon générale, on a, là, je me mets sur l'année 2020. Sur l'année 2020, on a des prévisions qui sont vraiment a priori pas bonnes. On prévoyait en France une croissance de 1,5. Là, bon, les croissances prévues, c'est -8. Si vous regardez au niveau européen, même chose, on est à peu près dans les mêmes chiffres. On prévoyait presque 2% de croissance, on est à -7,5. Si vous regardez aux États-Unis, les États-Unis, la prévision de croissance, elle est à -6%. Bref, je ne vais pas vous faire tous les pays, mais je vous donne juste une image. Dans le monde, on prévoyait une croissance de +3, et là, on prévoit une croissance de -3. Donc, on a tout simplement inversé les choses. Donc, c'est vrai que, de façon générale, on pourrait prêter à quelque chose d'assez pessimiste. Au niveau du chômage, toujours dans les chiffres économiques, la France allait de mieux en mieux. Donc, on était quand même sur des chiffres globaux, fin 2019, à 7,9% de la population active. Là, la prévision la plus réaliste est à 11%. Si vous prenez les États-Unis, alors ça apporte beaucoup d'importance, parce que vous savez qu'on a une élection américaine qui se dessine,
qu'elle est quand même très spéciale puisque on oppose Joe Biden, l'ancien vice-président, pardon, de Barack Obama, à Donald Trump, qui est quand même quelqu'un d'assez atypique. Et donc, en fait, les Américains votent beaucoup sur l'état de leur économie. Or, l'Amérique étant de façon générale le pays phare de l'économie réelle et de l'économie financière, malgré l'avancée de la Chine, les chiffres de l'économie américaine sont déterminants pour justement les élections qui vont suivre. Donc là, Donald Trump, qui surfait beaucoup sur l'idée de dire je suis le meilleur président pour l'emploi que les États-Unis n'ont jamais connu, ce qui était son slogan de bataille, il part sur quelque chose de très difficile puisque là, jusqu'à un mois, les États-Unis étaient comment dire, un niveau de chômage qui était très très faible. On était à 3% en gros. Et là, on est en un mois déjà passé à 15%. La prévision juste avant les élections est potentiellement de 30% de chômage. Donc là, pour le coup, c'est très important parce qu'on est quand même des économies qui sont interdépendantes. Et c'est vrai que si les États-Unis ont une crise économique extrêmement grave, on risque de le payer véritablement en Europe. Deux derniers chiffres. Français, pardon, excusez-moi. Le déficit budgétaire, c'est quand même un chiffre qui est absolument majeur. On était sur une prévision qui allait de mieux en mieux, puisque vous savez qu'il y avait les 3% de Maastricht qui sont vraiment la base qu'on essaye de se fixer. Et en France, on prévoyait pour 2020 un déficit à 2,5% du PIB. Là, actuellement, ça paraît complètement fou, mais on est à moins 9. Donc, moins 9%, c'est encore plus que ce que l'on a pu connaître en 2000 ou ce que l'on a pu connaître en 2017. Au niveau de la dette, vous allez vous dire, mais pourquoi il est optimiste, lui? Je vais y arriver. Au niveau de la dette, la France faisait les pieds et les mains pour essayer d'éviter le célèbre 100% du PIB, mais on était endetté en 2019 à 99,8% du PIB. Alors on se disait, bon, c'est quand même fou. Juste, je voulais vous faire un tout petit rappel pour vous donner une petite idée. Lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, son Premier ministre que vous avez dû entendre parler, Monsieur François Fillon, il nous disait la France est en situation de faillite parce qu'on était endetté pour 1275 milliards d'euros, donc 64% du PIB. Okay. Là, on passe en 10 ans de 64 à quasiment 100% et de 1275 milliards d'euros à 2300 milliards d'euros. Donc on se disait, on a atteint le maximum que l'on puisse. Là, les prévisions actuelles sont d'une dette qui va arriver, alors, on a un peu tous les chiffres, mais le plus réaliste, effectivement, est de 115%. Donc 115%, on se rapproche à peu près de ce que connaissait l'Italie avant la crise et que l'on considérait comme quelque chose qui était, entre guillemets, intenable. Alors, du coup, j'arrive, je regarde l'heure que je vous... nickel. Comment est-ce qu'on peut payer ça? Comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Alors, quelques pistes qui me semblent intéressantes. D'abord, l'idée d'une reprise de l'activité. Tout ce que je vous dis, bien évidemment, est critiquable et sujet à caution, et j'espère que vos questions vont pouvoir effectivement remettre un petit peu tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à ça. Mais déjà, d'une façon générale macroéconomique, reprise sur une courbe en V, l'idée de dire on est tombé mais on va repartir tout de suite, elle paraît assez irréaliste. Par contre, on a ce qu'on appelle en économie les courbes en U. Et les courbes en U, c'est véritablement je tombe, je stagne pendant un moment et je repars grâce justement à un regain de l'activité. De mon point de vue, c'est véritablement ce qui va se passer. Courbe en V, ça paraît un petit peu, ça serait très bien, mais ça paraît un peu irréaliste. Mais sur les courbes en U, on est vraiment dans le domaine du possible parce que, encore une fois, la structure même de l'économie monde n'est pas touchée. Le capital, il est toujours là. Le capital financier, je vais vous en parler dans 2 secondes, mais il est là. Là, heureusement, la main-d'œuvre est toujours là également.
et le facteur terre, mais il est toujours là également. Donc on a toutes les capacités à repartir une fois justement cette pandémie maîtrisée. Donc déjà, la reprise de l'activité en courbant U, elle peut être très rapide. Le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, ils parient, si je prends par exemple pour la France, ils parient sur une reprise en 2021 d'un taux de croissance de l'activité de 4,5 à 5%. C'est-à-dire, on pourrait récupérer au minimum déjà la moitié de ce que l'on a perdu. Au niveau des bourses, on pourra faire un point dans un an, mais je vous parie que dans moins d'un an, enfin non, je dirais dans un an, on aura à peu près retrouvé les niveaux logiques dans lesquels on devait être. Ok. Par contre, le problème, en essayant d'être positif, c'est la disparité entre les secteurs. Vous avez des secteurs qui ne peuvent pas fonctionner et des secteurs qui vont exploser dans le bon sens du terme. Donc, les secteurs positifs, ben, on les voit tous, hein. La santé, les services à la personne, même d'une certaine façon le luxe, etc., sont des secteurs qui vont très très vite rebondir et qui vont même dépasser un petit peu les cadres de croissance qu'ils pouvaient avoir. Alors qu'on a des secteurs négatifs, un peu en vrac, on peut citer l'automobile, on peut citer l'aéronautique, le transport aérien, voilà, ce genre de choses comme ça. Et on peut avoir d'énormes disparités au sein même de certains secteurs. Alors, il y en a un qui me tient à cœur, là, justement, je fais exprès d'en parler, c'est le tourisme, parce qu'il est totalement symptomatique. Le tourisme, on va avoir tout et son contraire là-dedans. Tout ce qui va être actuellement tourisme local, tourisme à la ferme, etc., c'est catastrophique, puisqu'en fait, il n'y a absolument pas de rentrée d'argent. Et si vous n'avez pas comment dire, une éradication, on va parler clairement des charges sociales et des impôts locaux, c'est fini, c'est mort, ils n'existent plus. Par contre, s'ils tiennent, c'est ces secteurs-là qui vont rebondir, puisque justement, un petit peu par obligation légale et par patriotisme, chaque pays va relancer son tourisme local. Donc, c'est des secteurs qui ont un fort potentiel de développement. Par contre, dans le même secteur du tourisme, tout ce qui va être tourisme de masse, à court terme, évidemment, c'est mort, mais probablement également à moyen terme. Parce qu'on voit difficilement dans les mois qui viennent se relancer les charters, les grands clubs et se relancer l'envie des consommateurs de pouvoir aller sur ce type de tourisme. Donc vous voyez, c'est compliqué parce que on a des secteurs dont on sait qu'ils vont véritablement exploser dans le bon sens du terme, en reprise d'activité, en emploi, en bénéfices, donc en impôts, donc en redistribution. Et on a beaucoup de secteurs qui sont à la croisée, c'est-à-dire que des pans entiers risquent de s'écrouler et des pans entiers risquent de d'un seul coup avoir énormément d'avenir, d'où le fait que justement je parlais par exemple du tourisme. Bon, après un exemple tout bête, mais si vous prenez l'automobile, même si ça repartait, il y a la gestion des stocks à prendre en œuvre. Parce qu'effectivement, 2 mois de stocks qui ont été produits et qui n'ont pas été vendus, ben, ça pénalise forcément l'activité économique de façon générale. Un autre point, c'est les aspects, je dirais, socio-psychologiques. Et là, ça va être compliqué aussi à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas un phénomène qui peut être véritablement général. Quel va être le comportement du consommateur au niveau mondial? Donc, enfin, je plaisante, mais c'est réel, hein. Les gens disent, la première chose que je veux faire, moi, c'est de me faire couper les cheveux. Après, ils disent, mais dès qu'on pourra, c'est aller au resto, aller au bar, regarder ce qui se passe actuellement en Italie, etc., pour pouvoir retrouver de la convivialité, etc. Pas de problème. Mais il y avait une ambivalence, c'est-à-dire que d'un côté, si on regarde en France, les consommateurs en moyenne ont perdu 25% de leur pouvoir d'achat. Ok, on a maintenu 84% du salaire net, etc. Mais vous avez beaucoup de gens qui travaillent effectivement avec des primes, avec de l'intéressement. Voilà, en moyenne en France, la baisse du pouvoir d'achat elle est estimée à moins 25%. Par contre, l'envie et le besoin de consommer, qui est un aspect non rationnel, il peut être très très fort. Donc, on a une baisse de la consommation moyenne en France de 33% en un seul mois. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y a quelque chose qui va repartir de façon assez forte. OK?
Il y a également l'utilisation de l'épargne qui va être intéressante. Qu'est-ce que des gens comme les Français ou d'autres pays vont faire de l'épargne, entre guillemets, forcée qu'ils ont mis de côté? Donc là, on a des chiffres, hein, on a des chiffres. On estime que l'épargne forcée des ménages, rien qu'en France, elle est aux environs en 2 mois de 55 milliards d'euros. C'est de l'argent qui n'a pas été dépensé et qu'est-ce que vont en faire les ménages? Et donc en fait, là, on n'a aucune idée. On ne sait pas du tout parce que c'est un aspect psychologique non rationnel. Donc qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça peut être, de l'épargne de précaution et alors là, c'est un désastre parce que ça veut dire que vous mettez de l'argent de côté parce que vous avez peur que ça aille encore plus vite plus tard. Ça peut être une consommation immédiate et là, pour le coup, évidemment, pour l'économie, c'est très, très bon. Mais là, chacun va voir un petit peu. Ce qui est également, justement, une bonne nouvelle, on peut essayer d'espérer, dans l'idée de la sortie de confinement et si tout se passe bien pour cet été au niveau du tourisme, pour chaque pays, ça va être quand même un tourisme local qui va être extrêmement fort, comme on disait tout à l'heure. Puisque justement, soit par voie réglementaire, on n'aura pas le droit de voyager, soit par voie économique, comment dire, les grands ensembles, que ce soit les transporteurs aériens, que ce soit le ferroviaire ou que ce soit les entreprises qui font du tourisme de masse n'arriveront pas à fonctionner. Mais on peut prévoir que tous les tourismes locaux à travers le monde vont exploser. Donc l'utilisation de l'épargne des ménages peut être super, super intéressante pour justement l'économie. Alors, je sais que je vous assomme de chiffres un petit peu depuis le début, mais je vous en donne que 2, 3 en plus. Alors, juste pour relativiser, le PIB de la France et la dette de la France, si j'enlève la crise, la contemporaine, on est à 2300 milliards d'euros. OK. La France, si je prends les comptes courants des Français, l'argent qu'on a sur nos comptes et qu'on ne dépense pas, on a 400 milliards. Si je rajoute les deux, je vais donner comment dire, les deux phénomènes d'épargne les plus connus, le livret A. Le livret A, c'est 300 milliards également, et l'assurance vie. Alors, attention, restez assis, l'assurance vie des Français, c'est 1800 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'assurance vie des Français, c'est quasiment le PIB, la dette de la France. Donc, quel va être le comportement psychologique des Français lorsqu'ils vont déconfiner et sortir de crise? Personne n'en sait rien. Mais ça peut radicalement changer la façon dont l'économie, justement, va ou non rebondir. Et on peut penser qu'il va y avoir quand même l'utilisation d'une épargne qui permettra justement comment dire, de remettre un petit peu de l'huile dans les rouages. Les Français, dernier chiffre, après je vous promets, je vous en donne plus un seul. Dernier chiffre, si je prends l'intégralité de l'épargne des ménages français, donc le livret A, le LDD, l'assurance vie, tout ce que vous voulez, je parle que d'assurance, je parle que d'épargne financière, on est à 5400 milliards d'euros. Ça veut dire que c'est largement plus de 2 fois et demi le PIB de la France. Donc on a une capacité qui fait que la France est un pays pour lequel on nous prêtera toujours. Donc j'en arrive justement à ce que je voulais vous dire qui me semble très intéressant. C'est toujours dans une idée un petit peu optimiste. Je surveille l'heure, que je ne prenne pas trop de temps. C'est que on a justement des actions qui me semblent économiquement très intéressantes actuellement. Si vous prenez, alors je contrôle quand même ce que je vous dis, si vous prenez de façon générale mondiale, le FMI, donc Fonds monétaire international, il vient de geler la plupart de la dette des pays les plus pauvres et il vient de réserver l'usage des DTS, les droits de tirage spéciaux, aux économies émergentes en difficulté. Si vous prenez la Banque centrale américaine, ils ont redescendu leur taux directeur à 0%. Taux directeur, ça veut dire que la Banque centrale prête à zéro aux banques,
qui va pouvoir du coup prêter à zéro aux entreprises et aux ménages. Ils ont également mis en place un système de rachat de dette pour les entreprises, pour les ménages, pour des immobiliers et pour les banques à hauteur de 700 milliards. Donc ils sont en train de faire ce qu'on n'avait jamais fait en 2000 et en 2007. De plus, pour les banques, pardon, excusez-moi, pour les entreprises en panne de liquidité, ils font des prix gratuits. On a la même chose sur la BCE, Banque Centrale Européenne, et l'Union Européenne actuellement. Alors, on ne peut pas descendre les taux, ils étaient déjà à 0%, donc là, on ne peut rien faire. Par contre, on a mis en place au niveau européen un rachat d'obligations d'État à hauteur de 750 milliards d'euros. Donc, je vous avais promis de ne pas donner de chiffres, mais je recommence. Donc, avec une capacité allant jusqu'à 1000 milliards. Donc, on a mis en place l'utilisation du mécanisme européen de stabilité, l'utilisation des fonds de relance. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est intéressant, effectivement. C'est un espèce de plan Marshall financier qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour sauvegarder l'économie financière et l'économie financière, pardon, de façon à être sûr qu'elle permette justement de sécuriser l'économie réelle. En fait, c'est un peu ça ce que je voulais arriver à vous dire, c'est que là, on est justement pour une des premières fois avec une économie financière qu'on est en train de mettre au service de l'économie réelle pour faire en sorte que celle-ci ne s'écroule pas. Alors que normalement, en fait, les crises précédentes, c'était des crises financières qui coulaient l'économie réelle. Donc on est sur des phénomènes véritablement totalement différents. Un dernier point qui me semble intéressant, c'est au niveau économique, c'est ce qu'on appelle la dette immortelle. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais l'idée de la dette immortelle est intéressante parce que les Corona Bonds, c'est vrai que ça choque beaucoup d'économies de type Pays-Bas parce qu'ils disent pourquoi aller mutualiser des dettes alors que vous en avez beaucoup et moi, j'en ai pas beaucoup. Par contre, l'idée de la dette immortelle, elle est intéressante. C'est de dire qu'en fait, ça n'a aucune importance le niveau de dette qu'on peut avoir. 115% pour la France du PIB, le monde, l'économie monde est endettée à 240% de son PIB. C'est pas très grave en fait, parce qu'au niveau économique, ce qui est important, c'est deux choses. C'est quel est le taux d'intérêt auquel vous empruntez pour continuer votre activité. Et la deuxième chose, c'est quelle est votre capacité à rembourser les intérêts de votre dette tous les ans. Mais les taux d'intérêt auxquels on emprunte, ils sont à zéro. Ce qui fait qu'actuellement, même la France emprunte à des taux négatifs, moins 0,4. Donc on arrive à emprunter à des taux qui nous permettent de rembourser les emprunts qu'on avait avant. Donc globalement, avec des taux aussi bas, à court et moyen terme, on s'en sort sans problème. Le deuxième point, la capacité que l'on a à rembourser ce qu'on appelle donc le service de notre dette. Eh bien, on peut imaginer, c'est l'Union européenne qui est en train, la Banque centrale et l'Union européenne qui est en train de le mettre en place, c'est de dire, on peut faire une garantie potentielle des emprunts d'État à 50 ans, 70 ans, 80 ans s'il le faut, qui fait que tant que vous remboursez les intérêts de votre dette, eh ben, du coup, il y a une garantie qui fait en sorte que vous ne serez pas en cessation de paiement. Et petit à petit, la croissance augmentant, le PIB augmentant, relativement, la dette en pourcentage, elle décroît d'autant plus. Tout à l'heure, je vous disais, sous Sarkozy, on était endetté à 64%, là, 100, peut-être 115, mais du coup, si jamais la croissance augmente et le PIB augmente, relativement, la dette descend d'autant. OK? Alors, le dernier point sur lequel j'aimerais bien que vous réagissiez, parce que aussi, je vois que je prends beaucoup trop de temps, là, 58 minutes, c'est les risques géopolitiques. Là, il faudrait des semaines, des heures et des mois pour en parler correctement. Mais c'est pareil, on va avoir en fait un peu tout et son contraire. Alors là, par contre, autant je vous dis sur l'économie, je suis assez optimiste dans l'idée de dire le système va pas s'écrouler. On a sauvegardé l'emploi, enfin la majorité de l'emploi.
on a sauvegardé l'intégrité des entreprises, et donc en fait, on va essayer de gérer comment on gère nos dettes. Voilà, c'est un peu le principe. Mais il y a une forme de solidarité qui est en train de se mettre en œuvre là-dessus, qui est forcée, mais il y a quelque chose en économie. Géopolitique, c'est beaucoup plus compliqué, et là, alors là, on navigue complètement à vue. Mais alors vraiment, quand je dis à vue, c'est vraiment à vue. On va avoir des nouvelles ouvertures qui donnent des nouvelles opportunités. Tout le monde recherche, va rechercher une nouvelle indépendance agricole, industrielle, une nouvelle indépendance scientifique, médicale. Donc ça va créer de nouveaux secteurs, ça va développer de nouveaux secteurs. Ça va permettre effectivement de dire, voilà, là de ce côté-là, on va se désengager de certaines contingences que l'on peut avoir sur justement des dépendances, pour être clair, hein, vis-à-vis de pays comme la Chine ou les États-Unis, où effectivement, du coup, en cas même pas en parlant de pandémie, mais en cas simplement de blocus, on se retrouverait totalement prisonnier. On va avoir des nouveaux secteurs, donc l'intelligence artificielle, tout ça, ça va marcher à fond sans aucun problème. Des nouvelles organisations très intéressantes, tout ce qui va être locavore, économie circulaire, économie de proximité, ça serait très étonnant que ça ne continue pas à se développer. Ça, c'est forcément géopolitiquement un facteur qui va introduire beaucoup de changements et à voir si effectivement ils deviennent prioritaires ou pas, de la même façon, excusez-moi, que tout ce qui va être les données de l'écologie. Par contre, ce qui me fait un petit peu le plus peur, et là où j'aimerais que vous réagissiez si vous avez des idées, c'est deux points. Au niveau économique et politique, quelle va être la réaction entre le senti rationnel et le ressenti image des citoyens de façon générale? Le senti rationnel, vous voyez, on peut dire, oui, voilà, mon emploi a été sauvegardé, l'essentiel de mon salaire a été sauvegardé, mon entreprise a été sauvegardée, et donc je repars, etc., même avec un traumatisme. Mais le côté irrationnel, ça va être un poids qui peut être énorme, avec justement, on va tous avoir l'idée de la recherche des responsabilités. Est-ce qu'on a bien fait de bonnes choses ou pas? Et il ne faut pas le cacher, tout ce qui va se développer en tant que fake news, désinformation, ce genre de choses comme ça. Donc en fait, le grand signe, en fait, ce qui vraiment va déterminer les choses, c'est tout simplement les prochaines élections, et elles arrivent très vite. Donc là, je parie déjà sur les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même une élection d'un pays absolument majeur. Et donc, on peut actuellement, là, au moment où on parle, en avril-mai, on peut aussi bien imaginer que Donald Trump explose en plein vol ou qu'il fasse un tabac absolu, justement parce qu'il va essayer de surfer sur tout ce qu'il a toujours essayé de mettre en avant, le protectionnisme, le nationalisme, l'indépendance nationale, le retour à America First, etc. Ou alors totalement l'inverse, parce que justement, ça va démontrer la perte qu'il a eue, ce que je voulais vous montrer au départ, en disant, mais vous avez complètement désengagé l'État, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de sécurité au niveau de l'emploi, on n'a pas d'assurance chômage, et tout se fabrique un petit peu dans un désastre total et une espèce d'incohérence. Donc, on veut une forme de retour à l'État-providence que les républicains ne sont pas capables d'amener. Je ne peux pas vous dire. En fait, ça va être soit l'un, soit l'autre, mais ça ne peut pas être entre les deux. Et là, pour le coup, on n'a pas de bille véritablement là-dessus. Si vous regardez en France, on va voir la même chose. Emmanuel Macron et les opposants qu'il va y avoir sur la fin 2020-2021 et les élections de 2022. Donc, est-ce qu'on aura une extension de la solidarité ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une résurgence de l'égoïsme? C'est un petit peu ce que disait Albert Camus quand il écrivait dans L'exil et le royaume. Vous savez, le peintre Jonas qui a connu beaucoup de succès
et puis d'un seul coup, ça marche plus du tout. Et il essaye de faire une dernière œuvre, si je caricature un petit peu Albert Camus, et il écrit un mot sur sa toile, mais tellement petit qu'on n'arrive pas à discerner s'il a écrit solidaire ou solitaire. Ah, ça a l'air bête, mais c'est un petit peu au niveau géopolitique. L'avenir de l'Europe, l'avenir de l'OMC, l'avenir des organisations internationales de façon générale, l'avenir de nos démocraties, solidaire ou solitaire, je pense qu'on est on est un petit peu là-dessus, à une croisée des chemins, et je n'ai aucune idée du chemin que ça va prendre. Ça va faire quelque chose, c'est quelque chose que l'on va voir très très rapidement. C'est dans les maximum 1 an et demi, 2 ans où on verra vraiment ça. Alors, je termine avec quand même une analogie justement par rapport à cette idée, pour vous montrer qu'on peut prévoir tout et son contraire, et qu'il faut être très très modeste dans tout ce que l'on dit. Je reviens à la crise de 29. La crise de 29, elle a été quand même, pour son époque, la première grande crise du capitalisme qui a failli tuer le capitalisme complètement. Et la crise de 29, on dit, ouais, alors, c'était quoi les conséquences géopolitiques? Ben, je fais une petite analogie. La crise de 29, géopolitiquement, elle a amené deux personnages. En 1932, elle a amené Roosevelt aux États-Unis avec le New Deal, avec la réintroduction de l'État dans l'économie, avec le keynésianisme, avec la première mise en place justement de tout ce qui a été social, etc. Et en même temps, la même crise de 29, en 33, elle a amené Hitler. Donc, qu'est-ce que va nous amener effectivement la continuité de cette crise économique? Ben, je ne sais pas. Pour être très honnête, justement, c'est à voir. Autant en économie, on se dit on a véritablement posé des garde-fous très intéressants et très importants. Autant en géopolitique, c'est beaucoup plus compliqué. Avenir de l'Europe, avenir des États-Unis, la Chine, la Russie, et toutes les organisations internationales gouvernementales et tous les groupes d'intégration. Là, on peut prévoir vraiment tout et son contraire, mais on va très vite savoir de quel côté on se dirige. Ok. Je vous remercie beaucoup, je vous passe la parole. Je l'ai monopolisé pendant 1h06. En plus, je vous ai abreuvé de chiffres, donc je suis absolument navré. Eric m'avait dit, tu fais un truc un peu convivial, sympa quand même et tout. Putain, j'ai fait un truc bourré de chiffres totalement anxiogène. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc écoutez, j'attends vos réactions. Là, j'ai le déroulant sur le côté. Donc vous posez les questions que vous voulez, de façon à ce que je puisse essayer d'y répondre. Euh, Alors, Eric m'a prévenu que ça prenait quand même une bonne vingtaine de secondes à ce que je reçoive la réponse et donc que je puisse essayer de répondre à celle-ci, bien sûr. Et je vois plein de questions. Ouh là 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 là. Vous me donnez une toute petite seconde, pardon.
Excusez-moi, j'avais une livraison d'Armagnac, je ne pouvais pas louper ça, donc je plaisante. Alors, j'ai des réactions sur le côté. Alors, je vais essayer Parce que je vois, j'ai beaucoup de réactions, il y en a qui me plaisent beaucoup. Catastrophe, le Hellfest a été un sniff. Ouais, bon, forcément, je suis d'accord. Moi, personnellement, c'est le concert d'Aerosmith. Il fallait des places. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quid des banques si tous les Français récupèrent leur épargne? Ça, c'est une question de Jessica qui est intéressante. Économiquement, ça serait un non-sens absolument total. Et alors, on se destine absolument pas là-dessus. Je vous remercie de cette question parce que pour moi, elle est super intéressante. En 2007, on avait une défiance monumentale dans le système financier et le système bancaire. Donc, c'était un peu Eric Cantona qui avait proposé ça en disant « Et si on retirait tout sous ?» Ouais, d'accord. Là, c'est l'inverse. En fait, si vous regardez, on n'a jamais eu autant de Français qui viennent de se mettre sur tout ce qui est Boursorama, machin bidule et tout, parce que justement, ils se disent, mais pour mon épargne, il y a des tonnes d'opportunités. Donc là, il n'y a aucun intérêt à essayer de récupérer son épargne, puisque en plus, votre épargne, elle n'est pas dans les banques, hein. Quand on place 100 dans une banque, la banque, comme elle prête l'essentiel de l'argent que vous avez, il faut attendre le retour de l'investissement du placement de la banque pour pouvoir récupérer son capital. Donc, tout ce qui va être banque, etc., ça repose sur un mot capital qui s'appelle fiduciaire confiance, d'où la monnaie fiduciaire. C'est la confiance qu'on a dans le système bancaire et financier. Donc, justement, quel intérêt j'aurais à récupérer mon épargne actuellement? Aucun. Donc, normalement, c'est pour ça que on peut parier, et j'insiste sur le fait de dire pour une fois, on peut parier sur le fait que l'économie financière est redevenue au service de l'économie réelle. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Je vois une autre question qui est intéressante d'Alexandre. Alexandre Stander. À défaut de tomber avec les États-Unis, si l'Europe se tournait vers la Chine, avec un plan Marshall chinois, ou même également avec la Russie, en modifiant les sanctions en cours. Alors, c'est vrai que c'est une super question aussi, c'est très intéressant. Quand vous voyez ça, bon, je vous donne mon avis, hein, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement que vous donner mon avis. C'est très peu probable. Parce que le désengagement vis-à-vis des États-Unis, il va s'opérer, à mon avis, dans les années qui viennent. On a beaucoup souffert de ce qui était déjà George Bush à une époque, je parle de George Bush Junior, et là de ce qui est Donald Trump actuellement. Juste pour vous donner une idée, quand vous avez un produit européen qui contient un composant américain, si les Américains décidaient d'avoir un embargo sur le pays de type Iran, ça veut dire qu'une entreprise qui continue à exporter en Iran peut se choper des sanctions absolument monumentales qui peuvent même la couler financièrement. Donc l'idée sur des choses comme les drones ou n'importe quoi, c'est justement de se désengager de certaines obligations, je dirais même côté prisonnier un petit peu qu'on peut avoir, et aller se jeter dans les bras de la Chine ou de la Russie, c'est terrible ce qu'il a quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc là, j'espère que j'ai raison, c'est que justement, ça peut être une arme très intéressante pour la première fois de relancer le concept d'Europe. Et une Europe qui soit peut-être, alors j'ai entendu un mot qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas forcément, il faut que je retrouve qui l'a dit, c'est pas forcément protectionniste, mais c'est précautionniste. J'ai trouvé le terme absolument super. Et effectivement, c'est Pascal Lamy. Ça y est, je retrouve de Pascal Lamy, qui est l'ancien merde, il était dirigeant du Fonds monétaire international, de l'OMC, pardon, de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, pour le coup, retrouver une forme d'autonomie va changer peut-être la nature même de ce qu'est l'Europe, de ses buts. Donc, je vous donne une image microéconomique, mais qui m'a beaucoup frappé. Il y a quelques mois, Alstom et Siemens avaient voulu fusionner pour faire un géant des transports ferroviaires. Et la Commission européenne avait dit, bon, ben, on a un problème parce qu'il y a deux cas de figure possibles.
Si on dit oui, il y a une atteinte à la concurrence, parce que ça veut dire que vous allez être un monopole quasiment à vous deux sur le marché, et donc en fait, vous risquez de porter atteinte et préjudice à l'intérêt du consommateur. Mais si on vous dit non, eh ben, on laisse sur le marché un géant qui va tous vous bouffer, qui s'appelle CCR, et qui est le géant ferroviaire chinois. Ben, dans l'optique européenne, ils ont dit non, en disant, nous, le concept de base, c'est la protection du consommateur européen, donc en fait, on évite les monopoles. Eh ben, ce genre de choses, ça va peut-être changer. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que l'Europe va se retourner un petit peu sur elle-même pour essayer de se dire, tiens, ça serait quand même pas mal qu'on retrouve plus d'autonomie, notamment sur des secteurs où on a la main. Parce qu'il y a des secteurs où on n'a pas le choix. Le gaz, le pétrole, les terres rares, en Europe, on n'en a pas, donc on est tributaire des Chinois et des Russes à hauteur de 90%. Mais par contre, sur des phénomènes justement de concentration, d'industrialisation dans l'aéronautique, dans le ferroviaire ou dans le terre, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc je pense que justement, euh, c'est quelque chose de très important. Alors, Mélodie, intéressante Mélodie aussi. Les paradis fiscaux vont bien. Oui, ils vont très très bien. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle à vous donner. Il y a de moins en moins de milliardaires dans le monde depuis 3 ans, mais ils sont de plus en plus riches. Donc, effectivement, non, mais vous avez raison. La lutte contre les paradis fiscaux, c'est quelque chose qui devrait vraiment, vraiment, vraiment être mis en place et qui nécessite également une intervention qui soit concertée. On ne peut pas faire ça de façon autonome. Hein, c'est quelque chose qui doit vraiment être mis en place de façon générale. Je vous donne une petite image, c'est la taxe Tobin, T-O-B-I-N. Donc, vous regarderez, c'est un économiste anglais de 74, si je ne me trompe pas. Il avait sorti une première idée en disant on va faire une taxe infinitésimale sur les mouvements financiers de capitaux et ça permettra de faire un fonds. Les altermondialistes avaient repris ça de différentes façons. Il y avait qui avaient dit ben, on va faire une petite taxe de 0,1% sur les mouvements financiers et à partir de là, ça va permettre de payer les dettes des pays pauvres ou ça va permettre de relancer l'économie des pays pauvres. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le potentiel, excusez-moi, le potentiel que peut avoir, je vais y arriver moi, une taxe comme la taxe Tobin à 0,1, c'est des chiffres qui sont absolument mais fous. 0,1%, je voulais faire le calcul à la maison, mais vous voyez, par exemple, je vous disais, la dette de la France, 2300 milliards d'euros. OK. Ça, c'est la dette de la France globale. C'est pas par an, c'est pas machin. C'est la dette de la France. OK. Si jamais on regarde les mouvements internationaux de capitaux dans le monde, alors restez assis, sortez les airbags, les parachutes, si vous voulez, c'est à vue de nez à peu près en moyenne 1000 milliards de dollars par jour. Donc, une taxe sur quelque chose comme ça, je vous laisse imaginer, je vous laisse faire le calcul à la maison, ça va vous occuper. C'est monumental. Mais ça nécessite deux choses. Ça nécessite, enfin, une chose essentielle, c'est la solidarité. C'est-à-dire que tout le monde soit d'accord pour la mettre. Parce que si vous avez un pays comme la France qui met la taxe Tobin et que la Grande-Bretagne ne le met pas, les investisseurs, ils vont tous en Grande-Bretagne au lieu d'aller en France pour éviter de payer les 0,1. Donc là, en fait, de mon point de vue, qui est un peu sarcastique, l'humanité réagit par phénomène de crise. On réagit quand on est au bord du gouffre. Là, la crise contemporaine, bah, peut-être qu'on peut espérer que justement sur une forme de réadéquation de l'économie réelle et de l'économie financière, il y ait une forme de réadéquation qui fasse que, excusez-moi, je vais être très vulgaire, mais qu'on arrête de faire des conneries parfois. Donc, à voir. Alors, si. Alors, alors,
c'est aussi intéressant, c'est Ryan, vous ne trouvez pas que la crise qu'il peut y avoir à la suite du virus est aussi une réponse à la crise 2008 que nous n'avons pas réglée, en revenant à une économie réelle, mais en injectant de l'argent informatique, FMI, etc. Donc, attends, je mets afficher la suite. Tant qu'on ne retournera pas à une économie basée principalement sur la production et non la spéculation, nous aurons plusieurs crises à venir qu'on a pu le voir depuis le XXe siècle. Alors, je vais essayer d'être court. Oui. Oui, non, non, c'est une remarque qui est totalement logique. La spéculation, moi je joue à la bourse depuis 91, j'ai gagné beaucoup d'argent pendant une certaine période et j'en ai beaucoup perdu derrière. En fait, on voit que tant qu'on n'est pas ancré justement sur l'irréel, on court potentiellement à des catastrophes. Et je suis totalement d'accord sur le fait que 2008, on a mis un sparadrap, on a dit, on fait ce qu'on peut pour essayer de sauver les meubles, on a sorti la l'incendie et on a dit, on verra comment on paye après. Mais on n'a pas changé intrinsèquement le système. Et effectivement, on va essayer quand même toujours d'être optimiste. Plus on va avoir ce genre de phénomène de crise, plus j'espère qu'au lieu de se perdre dans potentiellement des émeutes et des révoltes, on puisse avoir des phénomènes de se dire, faut qu'on change un petit peu. Alors, est-ce qu'on doit rénover le système, changer le système? On est tous citoyens, c'est à nous tous de voir comment on doit voir ça et d'en débattre. Mais effectivement, une économie uniquement basée sur la production et la spéculation est une économie qui ne peut faire dans le temps, puis justement, elle n'est pas assise sur quelque chose j'allais dire constructif, c'est pas le terme, mais sur quelque chose de réel, quoi. Ok? Ah, comment va réagir le secteur de l'immobilier? Alors, rapidement, même chose, c'est un peu tout et son contraire là-dedans. Parce que actuellement, vous voulez acheter un appart, vous ne pouvez pas. Vous voulez le mettre en vente, ben, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas de gens qui viennent le visiter. Vous voulez louer un appartement. Ben, j'ai le cas de ma fille là, qui est réfugiée, entre guillemets, réfugiée économique et non politique, à la maison. Elle veut louer un appartement, mais elle ne peut pas louer un appartement parce qu'elle habite sur Paris. Donc en fait, on va retomber, et c'est marrant parce qu'on retombe sur la question d'avant, on va retomber sur l'offre et la demande et sur la spéculation. Quelle va être la réaction des producteurs, c'est-à-dire en fait de ceux qui vendent et de ceux qui louent, et celle des consommateurs, donc ceux qui cherchent justement à acheter et à louer, ben, ça va être un rapport de l'offre et de la demande. Donc là, on retombe sur un rapport qui va être purement spéculatif et on ne peut pas le savoir. Là, c'est véritablement dans les quelques mois à venir et peut-être qu'effectivement, une action de l'État par justement un certain nombre de garanties pourrait être très intéressante pour éviter justement un phénomène de spectre qui pourrait être assez pénalisant, je dirais, évidemment, pour le côté consommateur. Alors, vous voyez, j'ai un peu Adrien qui me donne la même chose. Les mesures proposées par le FMI et la BCE ne sont-elles pas insuffisantes, adjectif très important, avec la situation actuelle? Comment on va nous assurer que ça représente une fragilisation de son retour de notre système européen et ou mondial? Ah putain, vous avez des questions, mais il faut qu'on écrive tous un bouquin là. Alors, insuffisantes, pour l'instant, elles sont suffisantes. Et vraiment, bon, j'emploie un terme, c'est le bazooka. FMI, Banque mondiale, Fed, BCE, ils ont sorti un bazooka qu'ils n'avaient jamais sorti avant. Mais c'est pas structurel. C'est conjoncturel. Là, on a vraiment bien sauvé les meubles. Donc, la deuxième partie de la question, est-ce que ça ne représente pas une fragilisation sans retour de notre système européen? Ben, excusez-moi de botter en touche un petit peu comme un gascon, réponse de gascon, mais je suis gascon. Ben, justement, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est les quelques ennemis, je pense, qui vont vraiment nous le dire. Si on prend les mêmes et qu'on recommence, oui, ça va fragiliser. Si jamais vraiment on remet à plat, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, pourquoi pas, de Siemens ah ben, j'ai oublié l'entreprise française dont je vous parlais là. Bah, non, justement, là on revient sur quelque chose où on va peut-être renforcer.
C'est un peu, à mon idée, l'idée de dire l'Europe, elle s'est bâtie depuis la Deuxième Guerre mondiale sur des données techniques. Le charbon et l'acier, le marché unique, la monnaie unique, tout ça c'est génial. Mais ça va, c'est technique. Par contre, construire un citoyen européen, c'est beaucoup plus compliqué. Abandonner des prérogatives comment dire, d'État, c'est beaucoup plus compliqué également, ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. Donc là, mais justement, est-ce que ça va fragiliser sans retour? Oui, c'est possible. Et quand tu dis fragiliser, ben, on peut imaginer une Europe qui disparaît, hein. Si d'un seul coup on se retrouve avec des anti-européens qui prennent le pouvoir par populisme, l'Europe, elle disparaît. Mais ça peut peut-être radicalement la renforcer. Parce que justement, on pourrait passer à des choses qui sont de l'ordre d'une conscience non technique. Alors, j'ai Maël qui me demande si c'est une bonne ou mauvaise idée d'investir en 2020 dans l'immobilier. Alors, globalement, je ne suis pas conseiller patrimoine, mais globalement, investir dans l'immobilier, c'est forcément une bonne chose. Dans tous les cas de figure, sur du moyen long terme, alors si je prends uniquement d'un point de vue financier, hein, tu mets ton argent au livret A, tu as 0,50 et tu mets en immobilier, tu as 4,5. Donc, et globalement, tu t'es logé gratuitement quand tu revends. Donc oui, bien sûr, c'est toujours un investissement qui est intéressant. Ouais. Euh, Excuse-moi, j'ai peur de mal lire le prénom. Manam. Oui. Certains pays vont essayer de diminuer fortement leur dépendance à la Chine. Oui, bien sûr. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Dépendance à qui que ce soit. Voilà, dépendance à la Chine et à la Russie les terres rares par rapport au pétrole et au gaz. Après, il y a des dépendances sur lesquelles on n'a pas trop le choix. Si vous prenez par exemple le Niger, ben, nous, on est quand même encore un pays nucléaire, mais on n'a pas d'uranium. Donc, c'est très très important de soutenir le Mali pour que le Mali tombe pas, parce que si le Niger tombe. Donc, voilà, et là, c'est des dépendances qui sont un petit peu sur quelque chose de plus large. Donc, effectivement, vous avez des super questions, j'adore, hein. Donc, le modèle effectivement, de Mohamed Younous, oui, justement, sur des nouveaux types d'économies qui peuvent être vraiment, vraiment très intéressantes. Alors, environ, conseillez-vous, que pensez-vous de Airbus? Même chose, je ne suis pas conseiller patrimoine, mais je vais donner un conseil, parce que là, quand même, bon, moi, en bourse, c'est simple, hein, 91, 2000 gagné, bim. 2000-2003, j'ai perdu. Ok, et là, je me suis dit, bon, ben, François, t'es un con, et puis comme ça, il n'y a pas de problème, tout va bien. 2007, pas de problème. Là, je l'ai vu venir, tout va aller bien. Donc, en fait, j'ai deux conseils à vous donner, mais qui sont à l'intérieur du même pays. Si vous voulez investir, vous investissez dans un secteur porteur, à l'intérieur du secteur porteur, dans une entreprise qui marche bien. Et une chose très importante malgré tout, faites confiance à votre intelligence. C'est pas parce qu'il y a un cours qui monte artificiellement, ça c'est de la spéculation, que dire ouais, putain, je me mets dedans parce que de toute façon ça monte. Si vous y croyez pas, il faut pas le faire. Si par contre vous raisonnez et que vous vous dites les trucs là, logiquement, voilà, c'est une entreprise, c'est un service qui marche bien, qui répond à un vrai besoin, qui a un besoin d'avenir. Moi, je positionne sur la bourse sur du moyen long terme. Bon, mais je vise pas sur 6 mois, 1 an. Je vise sur un petit peu plus longtemps. Vous êtes sûr de gagner. Là, il n'y a pas de problème. Même avec les crises. Même avec les crises, si je prends, je vous disais, excusez-moi de parler de moi, mais de 91 à nos jours, malgré la crise de 2000, malgré la crise de 2007, malgré la crise que l'on traverse actuellement, en moyenne, j'ai gagné 7%. Bon, mais il n'y a pas beaucoup de placements qui te font gagner 7%. C'est bête, mais tu vois, là j'ai perdu 22% en 1 mois et demi. L'année dernière, j'en avais gagné 28. Donc tu te dis, ok, il faut accepter la compensation parce que sinon tu joues pas et ça fait partie du jeu. Mais moi je prône, bon après c'est personnel, beaucoup sur le développement des fonds éthiques, sur le développement de choses comme ça, parce que
je maintiens que ce qui me fait plaisir intellectuellement, c'est de mettre un placement et un argent au service de quelque chose dans lequel je crois et dans lequel je me dis, alors je ne vais pas être un intégriste total, mais c'est vrai que je ne vais pas aller acheter du Smith et Wesson. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà, je suis pas forcément, si tu voulais, alter mondialiste, etc. Mais il y a un moment où tu te dis, il faut que l'investissement que j'opère soit également quand même en corrélation avec ma philosophie. Voilà, ça me semble quand même très important. Christine, la solidarité serait de remettre une fiscalité sur la fortune. J'ai deux réponses. Alors, d'un point de vue économiste, c'est pas énorme. Le manque à gagner de l'impôt sur la fortune, si on le rétablit en France, en gros, tous les analystes à peu près rationnels misent sur à peu près 4 milliards. Ok, tu vas me dire, on va pas cracher sur 4 milliards. Mais les 4 milliards, c'est ce que ça rapporte sur. Par contre, on n'a toujours pas de vraie analyse sur ce que ça coûte. Donc effectivement, c'est pas un abus de langage. Combien d'entrepreneurs se barrent en Belgique ou en Suisse ou je ne sais où, et du fait d'avoir du coup un manque à gagner. Donc on appelle ça un peu bêtement le syndrome de Pardieu. Depardieu, tu lui piques beaucoup, mais il reste. Tu augmentes vraiment, vraiment, vraiment à 90%, et Depardieu, il devient belge, puis russe, puis kazakh, et en gros, on touche zéro. Donc, le point de vue de l'économiste, il est de dire l'impôt sur la fortune, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment d'une grosse rentabilité et qui peut donner un signe un petit peu d'une économie dirigée qui n'est pas vraiment forcément dans l'air du temps. Maintenant, par contre, dans le niveau du symbole, c'est vraiment autre chose parce qu'effectivement, c'est vrai que on a quand même, vous voyez, je vous donne des chiffres qui sont très macroéconomiques, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs individuels, TPE, etc., qui souffrent beaucoup et qui souffrent beaucoup pour des sommes qui sont très faibles. Et donc, c'est vrai que l'idée du symbole de continuer à dire, bon, la solidarité des plus riches, elle doit se fonder uniquement sur le don, un peu comme aux États-Unis. Je comprends que ce soit un peu, comment dire, indécent. Voilà, le terme, et tu comprends que le terme d'indécent n'est pas un terme économique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est forcément quelque chose qui est, euh, voilà, d'un autre ordre philosophique. J'ai une question, une remarque de Sophie qui est intéressante aussi. Et donc, toujours pas le bon moment pour que les politiques se sentent enfin forcés de réorienter l'économie vers une transition écologique rapide. Bah, si, justement, c'est un petit peu ce pourquoi on devrait continuer à essayer de se battre, c'est que il y a quand même des données, et notamment écologiques, qui doivent être transversales à toute l'économie et qui doivent faire en sorte qu'elles priment. Donc, on est sur des phénomènes actuellement, bon, je ne vais pas enfoncer le clou parce que vous le savez tous, mais en anglais, on appelle ça on the edge. Quand tu es sur la crête de la montagne et tu ne sais pas très bien de quel côté tu vas tomber. Mais en fait, on est un petit peu sur ce type de phénomène dans lequel on est sur des changements radicaux qui vont s'opérer. Et je pense que l'écologie, économiquement, c'est une source de développement, d'investissement, de consommation, de production, d'innovation qu'il ne faut surtout pas louer. Et intellectuellement, c'est l'avenir. Donc oui, bien sûr, ça devrait être, et j'espère que ce genre de crise va justement permettre de rebondir de nouveaux types d'économies qui sont beaucoup plus intelligents et je dirais même égoïstement, beaucoup plus rentables. Beaucoup plus rentable. Ah, Alexandre, concernant l'interdépendance des pays, si elle diminue, ne va-t-elle pas mettre en danger la paix entre ces pays, étant donné que c'est l'un des objectifs des... Il faut vraiment qu'on écrive un bouquin, putain, c'est trop bon tout ça. C'est tu as raison. Hein. L'interdépendance, si elle diminue, et malheureusement c'est un des risques, hein, si l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, pour parler que de l'Europe,
et Viktor Orban en Hongrie, si chacun en part chacun dans notre coin, de mon point de vue, c'est un désastre. On s'en sortira pas tout seul, c'est pas possible. Après, concilier justement des différences, ben, c'est un petit peu l'idée justement, bon, je vais pas faire la caricature comme dans un couple, mais c'est quand même un peu justement l'idée de bâtir une interdépendance, mais dont on ne soit pas véritablement prisonnier. Donc, il y a quand même des échelles dans lesquelles on devrait pouvoir avoir des indépendances très constructives. Et je parie par exemple sur l'échelle européenne, parce que quelle interdépendance voulez-vous qu'on ait constructive véritablement avec la Russie de Poutine ou la Chine de Xi Jinping? Chacun dans son coin. Alors que par contre, aux Européens, on a justement une espèce de bateau commun sur lequel on pourrait construire quelque chose. Et on retombe sur la question de l'écologie, par exemple, en se disant, ben, à l'échelle européenne, après tout, on n'est pas forcément obligé d'attendre les Américains si jamais Donald est réélu, parce que là, bon courage, de ce point de vue-là, et d'autres types de partenaires extérieurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de sur la paix et que les nouvelles types d'interdépendance peuvent être vraiment extrêmement constructives. Ouais. Alors, Chani, craignez-vous des mesures économiques protectionnistes excessives, plus dangereuses que celles déjà en place? Avec les élections américaines de novembre, par exemple, les mesures de confinement, entre autres, ayant déjà fortement handicapé économiquement et socialement de nombreux pays, en particulier les plus pauvres. Alors, d'un point de vue purement économique, trouvez-vous absurde le positionnement de Boris Johnson? Le premier. Alors, Boris, je vais l'évacuer si ça vous gêne pas. Pour un truc bête, c'est pas idéologique, hein. Mais Boris Johnson, c'est un type super intelligent, mais qui fait tout et son contraire pour une seule chose: un, gagner le pouvoir, deux, s'y maintenir. Donc, pour moi, je ne peux pas, d'un point de vue économiste ou rationnel, me positionner sur Boris Johnson parce que c'est une forme d'arrivisme, si vous voulez que je comprenne, qui peut être totalement légitime du point de vue du pouvoir, mais qui n'a pas de logique ni économique, ni sur l'avenir véritablement, de mon point de vue, de sa propre nation. Donc, oui, je trouve ça absurde. C'est après, je vous donne un chiffre français hein, pour vous donner mon truc. En France, on est à 25 000 morts, si je ne me trompe pas, à peu près du Covid-19 officiel, bien sûr. Et les chiffres les plus réalistes disent, si on n'avait rien fait, on serait à 300 000 morts. OK. Est-ce que pour sauvegarder l'économie, on sacrifie 300 000 morts? Voilà, moi non. Non. C'est. Non. Désolé. Par contre, la première partie de votre question est super intéressante aussi, hein. Des mesures économiques protectionnistes excessives. Alors, je pense que pour des ensembles construits justement comme l'Europe, non, justement pas du tout. Et c'est une chance qu'on peut avoir. Par contre, pour des épiphénomènes comme Donald Trump, parce que, bon, je suis désolé, mais Donald Trump, vous savez que j'ai dirigé un bouquin dont j'ai écrit un article sur Donald Trump que vous pouvez toujours trouver d'ailleurs, hein, vous pouvez, volez-le, c'est moins cher. Mais là, oui, on peut avoir de saveurs qui sont véritablement protectionnistes, etc. et tout. Mais pour moi, c'est des épiphénomènes. C'est pas dans l'air de l'histoire, c'est pas dans l'air du temps. Et ce qui va poser problème, c'est effectivement si on a un tsunami géopolitique. Si d'un seul coup, vous avez les européistes, pardon, qui sont mis en balance, que les gens votent pour des nationalistes, pour celui qui est le plus fort, celui qui a le plus de fake news à développer, alors là, oui. Oui, effectivement, c'est la fin de l'Union européenne, c'est le développement de tous les protectionnismes, mais globalement, j'y crois pas trop. Donc, alors, par contre, il y a une chose fortement handicapée économiquement et socialement par nos nombreux pays, en particulier les plus pauvres. Ça, c'est important parce que je vais essayer d'avoir un côté encore optimiste, c'est que je n'ai jamais vu entre économistes
le FMI, la Banque mondiale et l'OMC dégager pour l'instant autant de mesures en faveur de pays pauvres. On est entre nous, ça ne sortira pas d'ici. On disait les chevaliers du ciel, ça ne sortira pas du département. De mesures, donc autant de mesures non rentables. Vous m'excusez du terme. Je veux dire par là que justement, on est en train d'essayer d'aider beaucoup de pays pauvres. Et à l'intérieur, je parle vraiment de pays pauvres, pauvres. Hein, et à l'intérieur des pays riches, on fait l'antithèse de ce qu'on avait fait en 2007. C'est-à-dire que l'Italie ou la Grèce ou l'Espagne, on est en train d'essayer de dire comment on peut faire pour sauvegarder leur budget, leurs emplois, leur capacité d'emprunt, et non pas mettre en place des mesures d'austérité comme on l'avait fait il y a 12 ans. Donc je trouve ça vraiment, vraiment quelque chose qui peut être un très bon signe. Et ça rejoint justement l'idée, sentiment d'abandon, ressenti par exemple par l'Italie, ne risquez de pas le mettre à mal l'Union européenne? Oui, à 100%. Mais par contre, regardez la phrase, l'adjectif, le sentiment d'abandon. Là où je trouve que l'Europe pêche énormément, c'est qu'ils ne communiquent pas sur ce qu'ils sont en train de faire. Et ils font de très bonnes choses, notamment par exemple vis-à-vis de l'Italie, sauf que ben, on ne communique pas dessus. Et donc en fait, le sentiment des Italiens ou de beaucoup d'Européens qui regardent simplement les infos, ils peuvent être de dire ah, mais personne ne fait rien. Ben, en fait, si. Et c'est une des premières fois, c'est d'où mon optimisme, c'est une des premières fois où je vois vraiment une forme de solidarité désengagée de contingence de rentabilité pure. Donc je trouve ça super, super intéressant. Ouais. Alors, des rouges, j'ai plus de questions. Et j'aurais bien sorti une blague, mais s'il n'y a plus personne, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, je viens du Gers. Donc en général, quand il y a un gros problème, je dis, bon, allez, on s'en fout, tout le monde dans le Gers. Là, on est tranquille, on est peinard pour des années. Et quand j'ai vu le Gers était classé orange, je te dis, ah ben non, les mecs, ça va pas ou quoi. C'est bon, ils sont redevenus verts, donc tout va bien. Bah écoutez, si j'ai une question, je vais juste conclure en disant que je vous remercie énormément. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et vous voyez, personnellement, c'est là qu'on retrouve l'intérêt justement de ce type d'intervention. C'est que, je le dis sincèrement, j'étais un petit peu dans ma présentation. C'est un peu difficile de parler tout seul devant un écran en vous bombardant de chiffres et tout. Mais dès qu'on peut répondre à des questions, je trouve que c'est effectivement beaucoup plus constructif et intéressant, quoi. Ok. Bah, écoutez, moi je vous vois rien. Je vous remercie encore une fois beaucoup et au plaisir de vous voir en et si une dernière chose très 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 importante, je remercie beaucoup Eric pour tout ce qu'il a mis en place et de façon générale l'UPP et Alderan Philo. C'est un grand plaisir et je te remercie.